Un vaisseau décollant de la Terre pour traverser l'espace, une planète inconnue, une bataille violente entre terriens et extraterrestres. Si un siècle sépare Le Voyage dans la Lune et Avatar, les deux films se confondent de façon troublante. Chacun à un tournant de l'histoire, ils racontent de façon saisissante l'évolution du 7e art. James Cameron, Georges Méliès, les deux réalisateurs ont les mêmes ambitions démesurées, mettant des budgets monstrueux au service de leur imagination, repoussant les limites de leur médium pour créer des mondes nouveaux, avec la même visée, offrir au spectateur quelque chose qu'il n'a jamais vu. Aux origines du cinéma, à la fin du XIXe siècle, les recherches d'Étienne Jules Marais ou Edward Muybridge, puis des frères Lumière ou de Thomas Edison, amènent à la création de cet art nouveau. Mais c'est Georges Méliès qui, selon la formule, est le créateur du spectacle cinématographique, dépassant l'idée première d'enregistrement photographique du réel, en développant ce qu'il appelle des trucs, pour alors proposer ses vues fantastiques, jusqu'à l'apothéose que constitue Le Voyage dans la Lune. Méliès décide de faire un spectacle qui pourrait correspondre aujourd'hui à Avatar, disons, pour l'époque. Il faut se placer toujours à l'époque. Parce qu'il fait le film comment 7 ans après avoir vu le premier film de Frères Lumière, où il en est absolument bouleversé. Il n'en revient pas qu'on puisse faire ça. Et 6 ans après, il réussit à faire un spectacle considérable. Ça, évidemment, ça devient le best-seller le plus énorme du cinéma à l'époque. Si les 13 minutes du Voyage dans la Lune peuvent sembler modestes comparées aux 3 heures d'Avatar, cette durée est pourtant exceptionnelle à une époque où les films ne font guère plus de 2 ou 3 minutes. James Cameron et Georges Méliès ont ainsi la même aspiration à un spectacle total, au long cours, mais partagent aussi et surtout le même regard. Artistes, ils ont également une approche de techniciens, voire d'ingénieurs. Ce qui est intéressant dans ces films, c'est que, évidemment, non seulement il y a l'aspect artistique, mais il y a l'aspect recherche scientifique presque, technique. Les multiplications des personnages, à l'époque ça devait être un vrai casse-tête. Et on retrouve ça aujourd'hui chez des gens comme James Cameron, qui est un passionné de technique. L'un vient de la prestidigitation, l'autre a débuté dans le domaine des effets spéciaux. Dès leur début, leur travail consiste à créer du merveilleux. Et, une fois réalisateurs de leur propre film, ils vont évidemment poursuivre cet idéal. Œuvrant souvent dans le domaine de l'imaginaire, science-fiction, fantastique, les deux réalisateurs ont une palette large, se lançant également dans de grandes reconstitutions historiques avec l'affaire Dreyfus pour l'un ou Titanic pour l'autre. Leurs chemins se croisent ainsi à de nombreuses reprises. Des trajectoires similaires donc, qui vont se confondre véritablement avec Le Voyage dans la Lune et Avatar, dans lesquels Méliès et Cameron développent le plus en profondeur leurs envies démiurgiques, repoussant pour cela, chacun à leur époque, les limites techniques de leur art et de leur industrie. Petit retour en arrière. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, le roman d'aventure connaît son âge d'or. Jules Verne, Robert Louis Stevenson, H.G. Wells, Rudyard Kipling, leurs récits partent à la découverte de contrées lointaines, mystérieuses, que ce soit des terres inexplorées ou des continents imaginaires. Après la Terre, les regards se tournent vers un ailleurs plus lointain, l'espace. Et Georges Méliès et James Cameron revendiquent clairement leur appartenance à cette lignée. Au début du XXe siècle, l'exploration de la Lune est encore un sujet de science-fiction, tout comme l'est la colonisation d'une exoplanète au début du XXIe. Méliès, dans son scénario, s'inspire donc du roman De la Terre à la Lune de Jules Verne, tout comme il reprend les Sélénites, personnages inventés par H.G. Wells dans Les Premiers Hommes dans la Lune. Le réalisateur pioche également dans l'iconographie des opéras de Jacques Offenbach. Bref, il agrège tout un pan de la culture populaire qui s'est construite avant lui, tout comme James Cameron brasse large, puisant dans des récits intemporels comme Roméo et Juliette, se plaçant dans la lignée des romans d'aventure d'Edgar Rice Burroughs, dans la continuité de réalisateurs comme David Lean, Terrence Malick ou Hayao Miyazaki. Avatar doit beaucoup à des histoires d'aventure classiques comme L'homme qui voulut être roi, Laurence d'Arabie et Le cycle de Mars. C'est un film qui puise ses racines dans la science-fiction des années 40 et 50 et qui en reprend les thèmes archétypaux, comme l'extension de la frontière américaine et la lutte entre une civilisation armée et un peuple plus indigène, plus proche de la nature. L'ambition des deux réalisateurs, par ailleurs scénaristes, est claire. S'appuyer sur des références classiques, connues de tous,
pour mieux les retravailler, les renouveler, grâce à des outils purement cinématographiques. If you've ever wondered where your dreams come from, you look around. This is where they're made. Ladies and gentlemen, the sun will set. Knights in position, lobsters in position, mermaids in position. Action! Qu'est-ce qui différencie fondamentalement Le Voyage dans la Lune et Avatar? L'un date de 1902, l'autre de 2009. Forcément, 107 ans d'évolution technique séparent les deux films. Mais peu importe, car, à y regarder de plus près, si les possibilités de représentation ont évolué, se sont largement perfectionnées, la réflexion qui les anime reste très proche. Entre une toile peinte représentant une chute d'eau et un fond vert sur lequel vient s'incruster une forêt, l'intention est identique, figurer un décor imaginaire qui va accueillir des personnages. Entre un costume porté physiquement par un acteur et la performance capture, la visée est similaire. Permettre au comédien de construire un personnage autre, de dépasser sa condition pour incarner l'altérité. Entre la colorisation fantaisiste des images en noir et blanc et la création en SFX d'une végétation luminescente, la finalité est la même. Plonger le spectateur dans un univers fantastique, inédit. Ainsi, entre une surimpression optique de 1902 et une incrustation numérique de 2009, la continuité est totale. Selon le critique et historien du cinéma Georges Sadoul, pour les surimpressions ou expositions multiples, Méliès opérait une sorte de montage interne à l'intérieur du film. Méliès et Cameron travaillent alors de la même façon, superposent différentes couches d'effets par des biais optiques ou numériques pour construire leur plan. Cette notion de montage interne à l'image explique bien une chose. Chez Méliès, le plan est composite, tout comme il l'est chez James Cameron. Ainsi, entre les films des deux réalisateurs, la différence est moins de nature que de degré. L'idée de cinéma, figurer et rendre crédible l'impossible par la recomposition d'une image est la même. La véritable différence entre ce cinéma des origines et le cinéma du XXIe siècle ne se joue alors pas fondamentalement dans l'idée même d'effet spécial, mais plutôt dans la façon dont le réalisateur va pouvoir mettre en scène cet effet spécial. Prenons une scène que partagent Le Voyage dans la Lune et Avatar. La rencontre entre les héros terriens et des créatures de la Lune ou de Pandora. Ces scènes sont, dans les deux films, très similaires. Les héros font leur premier pas dans un nouvel univers, ils y observent la nature luxuriante, puis vient la rencontre avec les créatures extraterrestres qui tournent à l'affrontement. La chronologie des événements est la même. Ce qui différencie ces deux scènes repose alors moins sur les motifs que sur leur mise en image. Et c'est cette nuance qui montre tout le chemin que le langage cinématographique a parcouru entre Le Voyage dans la Lune et Avatar. Avec Le Voyage dans la Lune, Georges Méliès tourne son film selon une logique de tableau, c'est-à-dire que chaque plan correspond à une scène dans son intégralité. La caméra est toujours à la même distance du décor, une distance suffisante pour englober l'entièreté de chaque situation. On reconnaît évidemment là le regard du Méliès homme de scène, magicien. Son œuvre est une hybridation entre le théâtre et le cinéma. D'un côté, il conserve pour ses films le point de vue fixe, centré, qu'avait le public sur ses spectacles. De l'autre, il anticipe tout le cinéma à venir en construisant un lieu dédié spécifiquement à sa création pour en maîtriser l'environnement et ainsi développer de nouveaux trucages. Du pur cinéma de studio donc, comme Avatar plus tard, mais un cinéma qui dénote de ce qui pouvait se faire à la même période. De l'autre côté de la Manche, par exemple, les réalisateurs de l'école de Brighton développent un style opposé à celui de Méliès, avec des tournages en extérieur et surtout une expérimentation sur le découpage, les mouvements de caméra et le montage, que ce soit dans les premières courses-poursuites de l'histoire du 7e art ou dans des fusillades qui installent l'idée nouvelle de champ contre champ. Georges Méliès reste lui en intérieur, avec sa caméra bien positionnée à la perpendiculaire du décor. Ce choix est évidemment en accord avec son ambition, à savoir créer des mondes purement fantaisistes, loin de toute réalité, ou travailler sur des reconstitutions, comme celle du sacre d'Édouard VII ou celle de l'éruption d'un volcan à la Martinique en 1902. La position reculée de la caméra, souvent fixe, simulant parfois un mouvement, permet à l'œil du spectateur de saisir l'intégralité de ce qu'il se passe dans ces cadres bien remplis, de s'y promener sans entrave.
Cela a une conséquence dramaturgique. Forcément, avec le plan large, l'ensemble prend le pas sur les personnages. D'autres artistes de l'époque jouent eux la proximité avec leurs héros. James Williamson, Alice Guy ou tout simplement les Frères Lumière. Ces réalisateurs, que ce soit dans les scénettes jouées ou les situations captées, s'approchent de leurs comédiens. Et c'est bien quand le spectateur saisit les expressions d'un acteur que l'identification peut advenir, que l'émotion peut affleurer. De cela, il n'est pas vraiment question dans Le Voyage dans la Lune. Le point de vue reste large, le spectaculaire domine à l'intime. Georges Méliès ne développe qu'une seule partie des possibilités naissantes du langage cinématographique, les trucages plutôt que le découpage et le montage. En effet, pour pouvoir travailler ses effets spéciaux et notamment les surimpressions, le réalisateur n'a pas d'alternative. Il doit conserver une unicité du point de vue. Un choix contraint donc, la contrepartie du foisonnement visuel qui va inonder chaque tableau. Une exception tout de même à cette fixité de la mise en image, soulignée par Georges Sadoul, concerne le plan le plus fameux du film. Le coup est tiré, la Lune s'avance par un travelling avant du plus grand effet, et pan, dans l'œil. L'obus se fiche dans son orbite. Ce moment, vraiment cinéma, se dégage du théâtre photographié. Le travelling donne au public l'impression qu'il est placé dans l'obus, qu'il avance vers la Lune, qu'il participe au voyage. Méliès transforme là en moyen d'expression un procédé qu'il avait inventé comme un truc pour l'homme à la tête de caoutchouc qui se gonflait comme un ballon, jusqu'à éclater. Cet effet de réalisation très moderne, tranchant avec le style de mise en scène habituel du réalisateur, se place d'ailleurs en dehors du récit, comme une aparté cartoonesque. En effet, après cette image iconique, l'alunissage de l'obus sera remontré de façon réaliste cette fois, dans le plan suivant. Georges Méliès a posé des motifs qui seront réutilisés dans tous les films de science-fiction qui suivront. Décollage d'une navette, exploration d'une planète nouvelle, affrontement avec une entité extraterrestre, ou même la belle idée de personnages redécouvrant la Terre vue de l'espace, une idée toujours poétique et symbole d'une humanité qui regarde d'où elle vient, que l'on retrouvera plus tard chez Fritz Lang, Enki Bilal ou Clint Eastwood. Welcome to space, Frank. Tous ces éléments seront réinterprétés à foison, mais la vraie valeur ajoutée apportée par les successeurs du réalisateur français se trouvera dans la mise en image, dans la possibilité de sortir de la rigidité de point de vue des films de Méliès. Dans ces derniers, le spectateur n'est qu'observateur lointain d'une situation spectaculaire. L'enjeu de tout le siècle à venir sera de plonger véritablement dans ces univers, dans l'action. Si la science-fiction évolue au fil de l'histoire, son ultime avatar est donc Avatar, qui marque une nouvelle évolution dans le 7e art. Si Le Voyage dans la Lune était un croisement entre théâtre et cinéma, Avatar est lui une hybridation entre cinéma traditionnel et cinéma virtuel. Avec ce film, James Cameron prend la suite des expérimentations de ses confrères Peter Jackson ou Robert Zemeckis en développant la performance capture. Une technique qui permet d'enregistrer les mouvements d'un acteur, de les modéliser ensuite sur ordinateur pour créer enfin des images de synthèse. À la différence du cinéma d'animation, le travail avec le réel est toujours au cœur de la performance capture. Mais la captation du jeu des comédiens ne se fait alors plus via la traditionnelle caméra avec une captation photographique, mais par l'enregistrement de données, de coordonnées qui seront ensuite interprétées et transformées en images. Run, don't run, what? Run, definitely run! Ainsi, grâce à cette nouvelle technologie, les acteurs sont toujours à la base du processus et, pour Avatar, James Cameron peut alors travailler avec eux comme lors de tournages plus traditionnels. Avec de nombreuses répétitions ou même une mise en situation réelle lors d'excursions dans la jungle qui permettent aux acteurs de véritablement s'approprier leur personnage. Avec la performance capture, la collaboration entre le réalisateur et ses acteurs reste centrale.
Mais l'idée de tournage classique, placer une caméra pour filmer des acteurs dans un décor, disparaît totalement. Alors que Méliès devait conjuguer dans le même temps réglage de la prise de vue, gestion des décors et jeu des comédiens, ces trois éléments ne sont plus traités simultanément par Cameron, mais successivement. Direction d'acteurs, création de l'environnement et choix du cadre. Si la caméra de Georges Méliès ne pouvait se déplacer, celle de James Cameron, en devenant virtuelle, jouit alors d'une totale liberté. There's no actors present on the set, and he's out there with this virtual camera playing back their performances from sometimes months before. Shooting as many times as he wants. The actors will always be perfect because it's the selected performance. Cut. At this point, he's no longer concerned with getting the performance. Action. He's all about the environment, the way the shot design is coming together, the lighting, the props. If he needs a tree moved closer, he can do it. If he wants to move a mountain, he can do that. Yeah. Beautiful things. So he's had the freedom of working exclusively with the actors to get their performance. Now he has the freedom to exclusively work on shot design. And cut. Save that, please. Avec la performance capture, il ne semble plus y avoir d'entrave à l'imagination du réalisateur. Cette libération du champ des possibles est sans doute la même que celle qu'a ressentie Georges Méliès avec la découverte du cinéma en 1896. Sur la scène de son théâtre, l'escamotage d'une dame demandait un système complexe à mettre en place. Alors quand il découvre avec le cinématographe qu'il suffit d'arrêter un instant la caméra pour réaliser ce tour, son imagination se déchaîne. Le dit escamotage devient un jeu d'enfant et ouvre surtout à une infinité de possibilités. Le cinématographe pour Méliès, la performance capture pour Cameron, ces nouveautés vont exciter leur imagination, leur personnalité de cinéaste ingénieur, de réalisateur défricheur. Georges Sadoul, toujours lui, affirmait en évoquant les précurseurs du cinéma que la caméra et le film ont donné à l'intelligence de nouveaux moyens d'expression. Il en va de même avec le cinéma virtuel ou le développement des effets spéciaux de manière plus générale. Car, en plus de pouvoir créer des univers inédits, il libère également les possibilités de mouvement de la caméra. Comme on l'a vu, au début du XXe siècle, il y avait deux choix possibles. Filmer de façon statique des motifs fantastiques ou filmer de façon dynamique des motifs réalistes. Lors d'un tournage traditionnel, la caméra occupe une place physique dans la scène et est donc forcément limitée dans ses déplacements. Dans ses angles de prise de vue, elle doit par exemple composer avec les limites d'un décor. Les réalisateurs vont alors peu à peu chercher des subterfuges pour s'affranchir de ces barrières. Friedrich Murnau dans Le Dernier des Hommes ou Orson Welles dans Citizen Kane s'efforcent par exemple à donner l'illusion que leur caméra traverse une fenêtre, et c'est désormais largement possible comme on peut le voir chez Gaspar Noé ou Sam Raimi. Dans cette logique, Robert Zemeckis pousse loin ses expérimentations dans les années 90 avec des plans brisant la matérialité du décor dans le très hitchcockien Apparence, ou évidemment dans Contact, dans lequel il casse l'idée première d'un plan séquence, à savoir sa cohérence spatiale. Bref, les effets spéciaux numériques permettent désormais des plans auparavant impossibles, défiant la pesanteur. Georges Méliès aurait sans doute adoré ça. James Cameron en profite également pour certains plans, mais n'en fait pas du tout un élément central de sa mise en image, bien au contraire. Au sein d'un univers, Pandora, créé virtuellement, Cameron avait toute l'attitude pour des mouvements de caméra virtuoses, des plans séquences fracassants. Il va choisir une autre approche. Dans Avatar, il joue ainsi avec les codes de la captation quasi documentaire, sur le vif. Les recadrages par des zooms rapides sont nombreux, et la caméra, aux mouvements fébriles comme à l'épaule, colle au plus près des héros, cherchant toujours à saisir leurs actions et leurs réactions. Oh shit. L'objectif est simple. Le photoréalisme de la performance capture, la sensation de réalité que vise la mise en image, tout cela sert à crédibiliser un monde qui, dans ses motifs et ses environnements, est au départ totalement fantaisiste. En filmant sobrement des personnages hors normes, Cameron rend très concrète cette épopée extraterrestre, rend tangible Pandora et sa nature bioluminescente. Du scénario à la mise en scène, le réalisateur prend par la main le spectateur, tout est pensé pour favoriser la croyance en ce monde nouveau. We wanted it to have this kind of dreamlike quality, but the eye needed to be educated through the experience of the film.
First, we're going to fly down through clouds. Then we're going to go to this human base. Then we're going to move off that base out into the forest, but we're going to go out there in the daytime. And then we're going to gradually take you into that more and more alien experience of Pandora. And that was by design. We knew we were doing that because we knew that ultimately we were going to wind up in a fully CG rainforest with fully CG characters, and it had to look real. As it's getting dark for the first time in the jungle, Jake lights a torch, and we play the whole scene sort of torch lit so you don't give away the bioluminescence. And there's a moment in the film where Neytiri takes the torch and throws it in a river. It's almost like opening the door to Oz. The torch goes out, and you see the bioluminescence for the first time. James Cameron travaille à donner une véritable consistance à l'univers déployé, à immerger le spectateur dans celui-ci. Et cela passe par un travail très spécifique dans la composition des plans, avec une caméra qui garde l'œil grand ouvert. J'ai toujours composé mes images en prenant en compte l'avant-plan et l'arrière-plan. Chez moi, il y a toujours un élément intrusif au premier plan, et j'utilise fréquemment les focales les plus courtes qui fonctionnent bien avec la 3D, car j'ai toujours cherché à positionner mes personnages dans un environnement. Pour définir un contre-exemple, je n'ai jamais suivi la voie d'un Michael Mann qui filme souvent ses personnages devant un arrière-plan composé de néons flous dont on sait qu'il s'agit d'une ville. Ce style ne fonctionne pas en 3D, alors que ma mise en scène sur Titanic ou même Aliens se transpose sans problème en 3D. En utilisant cette nouvelle couche, je n'ai même pas besoin de repenser ma façon de fonctionner. Et à la 3D, à la performance capture, à la composition dans la profondeur, tous vecteurs d'immersion, s'ajoute désormais un nouvel outil, le HFR, High Frame Rate, la haute fréquence d'image. La norme au cinéma est aux 24 images par seconde. Mais cette convention est en train d'être bousculée sous l'impulsion de réalisateurs comme Peter Jackson, avec sa trilogie du Hobbit tournée en 48 images par seconde, ou Ang Lee, qui a lui fait le choix du 120 images par seconde pour Gemini Man. Petit point technique. Dans les films à la fréquence d'image classique, on constate souvent dans les scènes contenant des mouvements très rapides une saccade, un flou inhérent à la prise de vue. Et c'était évidemment le cas en 2009 dans Avatar. Pour la ressortie du film en salle en septembre 2022, précédant celle d'Avatar 2, le réalisateur a alors converti certaines scènes, passant du ratio classique de 24 images par seconde à un ratio plus élevé. Nous avons créé de nouvelles inter-images pour arriver à 48 images par seconde, pour éviter les effets stroboscopiques sur certains mouvements rapides de caméra, pour les scènes de poursuite avec le Viper Wolf ou le Thanator par exemple, et ainsi améliorer l'expérience stéréoscopique. Si cette fréquence élevée aide au confort de la projection en 3D, la résistance est encore forte face à ce nouveau type d'image qui casse la convention centenaire du 24 images par seconde avec un rendu très différent, une fluidité inhabituelle, un vertige de réalisme allant à l'encontre de nos habitudes de visionnage. Le choix de Peter Jackson de tourner l'intégralité de ses Hobbits à cette fréquence d'image était radical et a donc brusqué une partie du public. James Cameron, dans sa remasterisation d'Avatar, joue alors avec plus de parcimonie avec cette nouveauté, cherche à trouver le point d'équilibre entre ses envies d'expérimentation et les habitudes des spectateurs. Ainsi, à la différence de ses collègues, Cameron n'applique pas le HFR à tout le film, le voyant non comme un nouveau format, mais comme un simple outil pour améliorer la lisibilité, la fluidité de certaines scènes. Une scène de dialogue, statique, n'a pas les mêmes besoins qu'une scène d'action, plus dynamique. En cela, James Cameron rejoint encore une fois la pensée de Georges Méliès, qui déclarait « L'appareil se manœuvre à l'aide d'une manivelle. On la tourne plus ou moins vite pour obtenir plus ou moins d'images à la seconde. S'il s'agit d'objets presque immobiles, une petite vitesse est suffisante. S'il s'agit au contraire d'objets, de personnages ou d'animaux traversant le tableau à plus grande vitesse, il est nécessaire de tourner plus vite et de prendre un plus grand nombre d'images pour éviter les traînées et le flou qui se produiraient immanquablement sur la photographie. » À un siècle d'intervalle, Georges Méliès et James Cameron ont les mêmes ambitions. User de tous les outils à leur disposition, vitesse de défilement, 3D, colorisation, images composites, pour rendre crédible leur monde de science-fiction, rendre inoubliable cette expérience pour les spectateurs.
écoutons une dernière fois Méliès avec une citation que n'aurait sans doute pas renié Cameron. Il faut avoir mis la main à la pâte pendant bien longtemps pour connaître à fond les innombrables difficultés à surmonter dans un métier qui consiste à réaliser tout, même ce qui semble impossible, et à donner l'apparence de la réalité aux rêves les plus chimériques, aux inventions les plus invraisemblables de l'imagination. Enfin, il n'y a pas à dire, il faut absolument réaliser l'impossible, puisqu'on le photographie et qu'on le fait voir. C'était mon idée! Mon idée! Non! T'as pas le droit de prendre Danse avec les Schtroumpfs et de l'appeler autrement! Enculé!